Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tant sur vos écrans de télévision que sur nos différentes plateformes digitales. Bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine de la santé qui ce soir est consacré au diabète. Le 14 novembre de chaque année est l'occasion de sensibiliser, de dépister cette maladie chronique qui ne cesse d'endeuiller les familles camerounaises, ceci à la faveur de la célébration de la Journée mondiale du diabète. De nombreuses personnes sont affectées dans le monde et également au Cameroun. C'est 2,5 millions de la population camerounaise touchée par le diabète. La prévalence varie entre 6 et 8%. Près de 80% de la population camerounaise ignore son statut de diabétique, dont il est important d'agir. Et ceci passe par des campagnes de sensibilisation et de dépistage, car tôt son statut est connu, le suivi est facile et l'on est à l'abri des complications qui peuvent entraîner la mort. Nous en parlons dans un instant avec nos invités, mais avant, je vous invite à découvrir le sommaire. À tout de suite. Bonsoir une fois de plus et bienvenue sur Canada International. Merci d'être des nôtres. Le diabète, ce tueur silencieux, cette maladie chronique non transmissible caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang et qui se dépiste par la recherche du glucose dans le sang et dans l'urine à l'aide des bandelettes qui constituent des tests. Alors, docteur Noël Désiré Mbango Écouta est sur ce plateau. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mireille. Le docteur Mbango est endocrinologue en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, c'est du côté de Yassa. Alors, docteur, la journée mondiale du diabète se célèbre le 14 novembre et pour cette édition 2024, le thème est axé sur diabète et bien-être. Comment vous, en votre qualité d'endocrinologue, vous comprenez ce thème? Merci Mireille. Bonsoir chers téléspectateurs. Ce thème de diabète et bien-être est un thème tellement réjouissant pour nous, nous l'attendions presque. C'est quelque chose qui touche le bien-être du malade, donc ça doit être quelque chose qui est très important, non seulement pour nous et pour les malades. Donc nous sommes ravis qu'il a été choisi de 2024 jusqu'à 2026. Donc durant 2 années, nous allons parler de diabète et de bien-être au sujet des malades diabétiques. D'accord. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Avec nous également un diabétique. Il s'agit de Augustin Madiba. Bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté de venir témoigner, de venir partager votre expérience avec les téléspectateurs de Canada International, parce qu'on sait souvent que ce n'est pas souvent facile pour ces personnes-là. Elles préfèrent se cacher, elles ne veulent pas témoigner et pourtant, plus vous en parlez, vous aidez d'autres personnes également qui sont dans la même situation que vous. Alors, dites-nous, en quelle année et dans quelles circonstances vous découvrez que vous souffrez de diabète? Bon, en principe, je dirais que c'est une maladie sournoise parce qu'à partir du moment où on est malade, on ne peut que le savoir lorsqu'on se rapproche des personnes requises. D'accord. Donc, moi, c'était en 2018. C'était à l'occasion, oui, c'était à l'occasion d'un mal qui avait frappé toute une grande famille. Donc, ma belle-mère était décédée au moment des préparatifs des obsèques où j'étais imprégné à fond. Je suis allé me reposer quelque part pour avoir un peu plus de force. Malheureusement, j'ai ressenti en moi une faiblesse. Je n'ai pas vite compris, j'ai même eu presque des vertiges. Mais en quelque temps, je n'étais plus en moi. Je me suis tout simplement rendu compte que j'étais dans un centre hospitalier, comme un rêve, mais plus tard, je me suis retrouvé à Douala. Donc, je dirais que c'est une maladie qui se manifeste à un niveau, par une inconscience. Mais avec la technologie qui a été mise en place pour toutes les maladies, même d'ailleurs, je pense qu'il n'est pas normal que les gens aient peur
de vivre avec une maladie comme le diabète, parce que s'il n'y avait pas de moyens de survie, je ne serais pas debout. Alors, donc, c'est lorsque vous avez ce malaise-là, vous êtes allé vous reposer, vous avez ce malaise et que vous vous réveillez directement dans un centre de santé et quand on vous annonce que le malaise a été dû au diabète, vous êtes diabétique, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que, vu que vous étiez ignorant de la maladie? Moi, j'étais ignorant, j'étais même en super forme. Mais au moment pour moi de penser que je vais me reposer pour avoir un peu plus de force, j'ai ressenti en moi une faiblesse. Donc, Dr Mbango, qui est là devant moi, est un pivot parmi tant d'autres, parce qu'il y avait plusieurs médecins, grâce à qui je crois que... Alors, ce que je veux savoir, lorsqu'on vous annonce que vous souffrez d'un diabète, comment vous réagissez? Bon, au départ, ça m'a fait peur parce que les gens ont l'impression que avec le diabète, on est un homme déjà enterré. Mais non, avec le diabète, on peut vivre aussi longtemps sur Terre. Alors, vous souffrez de quel type de diabète? Bon, moi, je souffre du type 2. D'accord. Ouais. Alors, docteur, parlons du type 2. C'est un diabète qui se caractérise comment et quel est même le facteur de risque de ce type de diabète? Alors, le diabète de type 2, c'est un diabète qui survient lorsque l'organisme ne peut plus utiliser efficacement l'insuline qui est produite. Je rappelle que l'insuline, c'est l'hormone qui doit régler le taux de sucre dans le sang. Alors, on est à risque de devenir diabétique de type 2 lorsqu'on est en surpoids ou en obésité, lorsqu'on est sédentaire, lorsqu'on a de l'hérédité, c'est-à-dire que dans la famille, on a un parent proche, un ascendant qui est diabétique, lorsqu'on fume ou lorsqu'on a d'autres maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, comme les problèmes de cholestérol. Alors, est-ce que c'était le cas pour vous, Augustin Madiba? Vous reconnaissez dans tous ces facteurs-là? Bon, c'est elle qui est médecin, c'est elle qui le dit, mais moi, je pense que à un moment donné, j'étais pas obèse, mais j'avais un peu plus de poids. Sauf que quand elle relève le terme de héréditaire, je ne sais pas s'il y avait un parent diabétique dans ma famille, mais je peux même profiter pour dire que dans le thème qui a été choisi cette année, donc diabète et le bien-être, oui. Je ne sais pas si avec la permission de Dr Mbango, moi je peux même dire que j'ai l'impression même que je ne suis pas malade. Parce que je ne sais pas si je souffre encore d'un symptôme relatif à cette maladie depuis que vous êtes suivi, quoi. Oui, oui. Donc, je peux même dire qu'on peut être diabétique et ne pas l'être. Alors, docteur Mbango, de nombreux Camerounais sont affectés par le diabète. On l'a dit tout à l'heure, c'est quand même 2,5 millions de la population camerounaise qui est diabétique. Et on sait que les facteurs de risque, vous êtes revenu sur quelques-uns. Quels sont les autres types de diabète et est-ce que les facteurs sont les mêmes que celui du type 2? Alors, il existe plusieurs types de diabète, dont les principaux sont le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète de la femme enceinte qu'on appelle diabète gestationnel et les autres diabètes causés par des maladies spécifiques. Parlons du diabète de type 1. Il survient lorsque le pancréas est détruit par la présence des anticorps. Antérieurement, on l'appelait insulinodépendant parce que lorsque le pancréas est détruit, il n'y a plus de production d'insuline. Donc, l'organisme manque d'insuline et le patient devient dépendant. C'est pour ça que dans le traitement, le patient est obligatoirement sous insuline à vie. Alors, donc, si je comprends bien, le diabétique de type 1 n'a pas l'excès de sucre dans le sang. Il a un excès de sucre qui vient du fait que l'insuline manque dans son organisme. D'accord. Or, c'est l'insuline qui est chargée de réguler, d'abaisser le taux de sucre quand il monte. Voilà. Donc, le diabétique de type 1, lui, devient insulinodépendant parce qu'il ne peut pas vivre sans insuline. Alors, c'est un diabète qui est beaucoup plus fréquent chez les jeunes. Chez les jeunes, moins de 35 ans. Voilà, mais on peut le trouver parfois chez certains adultes, un peu rare, et ça, c'est surtout chez les jeunes. Alors, oui. Ensuite, on a déjà parlé du diabète de type 2, donc on passe maintenant au diabète de la femme enceinte, qui survient donc à une certaine période de la grossesse et qui peut disparaître après l'accouchement. Oui, parce qu'il y a deux types. Il y a le diabète qui survient chez la femme enceinte
qui était déjà là mais méconnu, et puis il y a celui qui est réellement dû à la causé grossesse. par la grossesse. Alors, donc celui qui était là et qui était méconnu va rester après l'accouchement. Après la grossesse. Et après l'accouchement. Voilà. Et celui qui survient avec la grossesse, il disparaît aussi après la grossesse. 42 jours après, il disparaît. Alors, docteur, dis-nous, quels sont de ces 3 types-là, ou alors restons sur ces 2 types, diabète de type 1 et type 2, quels sont et je précise que le diabète de type 2 est le plus fréquent, voilà, environ 80%. C'est ce que je voulais savoir. Environ 90% de tous les diabètes. Et voilà. Donc, on doit beaucoup avoir peur du diabète de type 2, et c'est le même type dont vous souffrez. Donc, et les facteurs de risque sont l'obésité, la sédentarité, l'hypertension artérielle, le tabagisme, et même chez les femmes. Pour les femmes, c'est les femmes qui ont fait des gros bébés. Donc, en Afrique, chez nous, on a l'habitude d'être content quand une maman a fait un bébé de plus de 4 kilos. Oui. Mais pour nous, les médecins, c'est pas bon. Ça mérite qu'on s'attarde, qu'on surveille plus étroitement la femme qui a fait un gros bébé, parce que ça sera un facteur de risque pour elle plus tard de développer le diabète de type 2. D'accord. Je vais proposer qu'on aille suivre ce reportage consacré à notre thème de ce soir. On regarde. Une goutte de sang obtenue par une piqûre au bout du doigt. L'exercice est devenu un rituel pour Ghislaine. Assistante de direction, elle vit dans la capitale économique Douala. Dans son bureau cet après-midi, Ghislaine vérifie sa glycémie. Patiente diabétique depuis 24 mois déjà, comment utiliser un glucomètre fait partie de ses nouvelles habitudes de vie. Il y a de cela 2 ans, j'ai été diagnostiquée positive au test de diabète, et constamment j'allais à l'hôpital prendre ma glycémie, et entre-temps les médecins m'ont recommandé certaines marques de glucomètre pour pouvoir prendre ma glycémie à la maison. J'ai jamais eu de rupture de bandelettes. Les bandelettes sont toujours disponibles et les résultats sont vraiment fiables. La quarantaine révolue, Ghislaine contrôle sa glycémie au moins 3 fois par jour. À domicile ou au lieu de service, quel que soit le type de diabète, le système d'autosurveillance de la glycémie joue un rôle essentiel dans la gestion de cette maladie. Pourtant, dans les pharmacies, les glucomètres ne font pas partie des produits les plus demandés par les patients diabétiques. Très souvent, ils arrivent et préfèrent se faire contrôler par des pharmaciens. L'utilisation fréquente d'un glucomètre permettrait alors de surveiller son traitement, mais entre autres, de suivre l'évolution de la maladie. De taille pratique, c'est un outil qui peut être utilisé n'importe où et n'importe quand. Il y a des personnes qui vivent dans des zones reculées. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens tous les jours d'aller à l'hôpital payer pour se faire prélever la glycémie. Surtout, parfois on dit qu'il faut faire la glycémie à jeûne. L'utilité de l'appareil de glycémie est indispensable pour les malades qui peuvent prendre eux-mêmes leur glycémie. Ça leur permet non seulement de gagner en temps, mais de s'assurer de leur glycémie en temps réel. Et généralement, ces appareils de glycémie sont fournis avec des carnets. C'est-à-dire que quand il prend sa glycémie le matin, il note, et puis arrivé à l'hôpital, il peut toujours présenter au médecin. À moins de n'avoir rencontré un éducateur spécialisé en soins de santé, utiliser un glucomètre peut sembler décourageant. Tampon de préparation à alcool, bandelet test, lancette, autopiqueur, carnet de notes pour enregistrer le résultat. Il est important de pouvoir bien entretenir son glucomètre. Notre responsabilité à nous, qui sommes fournisseurs de matériel médical au Cameroun, c'est de mettre à la disposition des malades des équipements qui respectent effectivement les normes.
de prescription, de normes internationales. Parce qu'on se rend compte souvent qu'il y a des malades qui se plaignent, ils achètent des appareils qui ne sont pas calibrés de manière normale et qui peuvent fausser le diagnostic. Notons que les procédures de test varient légèrement d'un appareil à un autre selon les différents modèles sur le marché. Il en est de même des coûts. Les prix sont compris entre 8 000 et 30 000 francs CFA pour une utilisation à longue durée. L'appareil en lui-même n'a pas une date de péremption. Ce qui a une date de péremption, ce sont des bandelettes. Bon, ces bandelettes ont généralement une date de péremption de 2 ans. Donc, quand quelqu'un achète sa boîte de bandelettes, il peut l'utiliser. Il a 2 ans pour l'utiliser. Le besoin auquel nous devons répondre, c'est la disponibilité de ces bandelettes. L'autosurveillance de la glycémie à l'aide d'un glucomètre, un geste salvateur pour tout patient diabétique. Outre cela, ils sont invités à veiller sur leur alimentation. Retour sur ce plateau après ce reportage. Docteur, on constate, on l'a vu, que c'est possible de prendre soi-même sa glycémie sans forcément se rendre dans un hôpital. Bien sûr, à l'aide d'un glucomètre, on devrait surveiller sa glycémie à la maison, mais sous les recommandations médicales. Quand on est déjà malade, le médecin prescrit une surveillance en accord avec son traitement. Quand on est sous insuline, c'est tous les jours. Ça peut même être plusieurs fois par jour. Quand on n'est pas sous insuline, ça peut être 1 fois à la semaine, 2 fois à la semaine, 2 ou 3 fois par jour, ou 2 à 3 fois à la semaine. Donc, la surveillance dépend déjà du traitement et ensuite des circonstances, du contexte social, ce qui est possible. Tout ça, ça se discute avec le malade et le médecin. Alors, quelle est la valeur recommandée, la valeur raisonnable? Alors, le taux normal de glucose, c'est-à-dire que dans le sang, la glycémie normale ne devrait pas dépasser 1 gramme par litre. D'accord. Alors maintenant qu'on devient diabétique, quand on est déjà un patient diabétique, les cibles et les objectifs peuvent varier et doivent être individualisés en fonction du patient qu'on a en face de soi. La glycémie à jeun normale chez un patient qui est déjà déclaré diabétique, chez la plupart des patients, elle doit être comprise entre 0,80 et 1,20 grammes par litre. Voilà, ça c'est pour la personne diabétique déjà. La personne diabétique, ça c'est à jeun. À jeun. Maintenant, 2 heures après le repas, la glycémie doit être inférieure à 1,80 grammes par litre. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour le commun, le plus grand nombre, je veux dire à peu près 70% des patients diabétiques. Et maintenant, du moment qu'on n'est pas diabétique, ça doit être quoi la valeur? 1 gramme par litre. Donc, pour dire, voilà, on doit être inférieur ou égal à 1 gramme par litre. Voilà, on est à l'état normal. Et dans le reportage également, on a vu qu'il existait plusieurs types de glucomètres. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs fabricants, il y a plusieurs industries, il y a plusieurs sociétés. Tout le monde cherche à améliorer le bien-être, à améliorer les conditions de surveillance du diabète parce que il faut que le malade soit apte, il faut qu'il n'ait pas trop de contraintes pour qu'il puisse surveiller son diabète sans problème. Vous voyez, de plus en plus, on développe des glucomètres qui sont sans code. Yeah. Auparavant, où les glucomètres étaient codés, donc les malades qui ne sont pas allés à l'école avaient du mal. Donc maintenant, les industries essayent de faciliter le travail pour le bien-être du malade. Donc le bien-être du malade passe aussi par tout ce qu'il y a autour, tout ce qui accompagne la prise en charge du malade. D'accord. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Check-up, c'est votre magazine de la santé. Et ce soir, nous parlons de diabète avec 2 invités, un endocrinologue ou alors une endocrinologue, le docteur Noël Désiré Mbango et Kouta. Elle est en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Et Augustin Madiba, qui est personne diabétique, qui aujourd'hui a mis sur pied une association, c'est ça?
Bien Vous êtes sûr. président d'une association. C'est depuis l'année 2020. 2 ans après que 2 ans après que... avoir découvert votre statut. Oui, après avoir découvert mon statut, nous avons mis sur pied un club qu'on a dénommé Club des diabétiques de l'hôpital Gynéco. Et c'était quoi le but? C'était quoi? Pourquoi Bon. déjà avoir décidé de mettre sur pied ce club? Oui, nous avons décidé de mettre sur pied ce club d'abord pour interpeller tous les malades diabétiques, ignorant de ce qu'il y a un moyen. Il y a un moyen de leur sortir de cette impasse. Et il y a un endroit spécifique où ils peuvent se retrouver pour les permettre de suivre leur statut de manière plus contrôlée. Alors, qu'est-ce que vous faites pour encourager d'autres personnes diabétiques, non seulement à bien prendre leur traitement et à éviter de faire des complications? Bon, ce que je peux dire d'abord dans ce cas, pour éviter de faire des complications, il faut déjà se souvenir que le diabète, c'est une maladie comme les autres, sauf qu'on a plus peur d'elle. Pourtant, toutes les maladies ont le même... Bon, c'est vrai qu'on a plus peur d'elle parce qu'elle est chronique. Voilà. On vit avec Donc, toute la vie du moment on peut qu'on l'a. vivre toute une vie avec le diabète, mieux qu'avec d'autres maladies. Alors, il faut tout simplement suivre les règles d'hygiène liées à la nutrition. La prescription médicale est de renom. Il y a des gens qui vivent, comme vous avez suivi là tout à l'heure, avec leur taux de, avec leur Insuline. glucomètre, avec leur insuline. Bon, consommer de l'huile, mais avec une très petite quantité. Les légumes sont conseillés pour les malades, un peu de fruits, et au-delà de ça, il faut respecter la prescription médicale liée à la consommation des médicaments. Alors, à vous entendre parler, Augustin Madiba, c'est que votre vie, votre mode de vie a complètement changé depuis que vous avez découvert votre statut. Est-ce que vous faites encore ce que vous faisiez avant? Hormis l'alimentation qui a changé, qu'est-ce qui a encore changé? Par exemple, Oui. bon, au départ, ça avait changé parce que j'étais sous le coup de l'impasse. J'étais un peu frustré, mais je veux rassurer que j'ai repris ma vie normalement comme elle était avant. Je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de soucis par rapport à cet état de choses. Je vis normalement. Et au-delà de tout ce que je viens de dire là, je vais exhorter à tous les malades ou des patients diabétiques de faire un peu de sport. Parce que pour ceux dont le corps ne produit pas le taux d'insuline, ou du moins le pancréas, le corps peut produire son propre taux d'insuline en procédant à une petite marche. Il faut faire Mais des pourtant, marches. on nous a toujours fait comprendre que le sport était interdit pour les personnes diabétiques. Non, le sport n'est pas interdit. Au contraire, l'activité physique régulière est recommandée parce qu'elle permet au sucre de diminuer dans le sang. Donc, le sport, l'activité physique facilite le transfert du sucre vers les muscles, vers le foie et vers le tissu graisseux. Donc, c'est absolument conseillé l'activité physique régulière, mais seulement adaptée à la condition. Voilà. Ça veut dire Voilà, qu'il faut expliquez. un examen cardiologique préalable et il faut avoir une condition physique qui permet de pratiquer une activité physique. On ne demande pas d'être... Parce que docteur, je le dis, parce que j'ai toujours suivi certaines personnes diabétiques qui disent non, nous, on ne devrait, il y a plein de choses qu'on nous interdit, on ne mange plus de couscous, on ne mange plus de féculents, on ne mange pas de la banane, on ne fait pas de sport, parce que si on se blesse un peu, c'est fini, on restera avec cette blessure à vie. Bref, il y a tellement d'idées reçues autour du mode de vie d'un diabétique. Docteur, c'est l'occasion aujourd'hui pour vous de mieux expliquer à nos téléspectateurs. Vraiment, ce sont effectivement des idées reçues, comme vous le dites. Pour bien vivre avec son diabète, il faut premièrement déjà accepter la maladie. Parce que la première chose, le premier combat est mental. Si vous acceptez la maladie, donc vous la prenez à bras le corps et puis vous êtes à même de supporter les petites frustrations, comme M. Madiba l'a dit au début, ça engendre une frustration parce que on a l'impression qu'on est frustré et on est privé, on va se priver de tout ce qu'on mange. Mais je tiens à rassurer que de plus en plus, l'évolution de la médecine, l'évolution de la science nous permet de rassurer les malades quant à l'alimentation. L'alimentation doit être saine.
équilibré, mais aussi adapté également aux patients, adapté à la culture du patient. D'accord? Avant, on pouvait de manière drastique interdire précisément certains aliments à certains patients, mais aujourd'hui on se rend compte que l'alimentation devant être équilibrée, même l'organisme, même le diabétique a besoin de sucre, il a besoin de glucose, mais en quantité raisonnable par rapport à son état. Parce que nous savons tous que le glucose, c'est un carburant, donc qui permet de donner de l'énergie à tout organisme. Mais c'est seulement le choix qui doit être fait pour limiter la consommation des aliments sucrés à faible pouvoir sucrant. Donc on parle d'index glycémique faible. Donc c'est pour ça que avant on disait ne mangez pas le couscous, ne mangez pas le banane, mais aujourd'hui en fonction du patient, de la culture du patient, vous n'allez pas le maintenir affamé, vous n'allez pas le maintenir en diète stricte. Alors l'alimentation équilibrée, c'est l'alimentation qui va donc permettre à l'organisme d'avoir les nutriments, d'avoir les éléments minéraux, d'avoir de l'énergie, d'avoir des éléments, des nutriments bâtisseurs pour pouvoir se maintenir en bonne santé. Donc c'est pour ça que l'alimentation doit être équilibrée, contenir plusieurs groupes d'aliments afin que le patient ait son bien-être. Alors, et nous savons que l'alimentation fait partie de la prise en charge. Parlez-nous de la prise en charge aujourd'hui de la personne diabétique. Est-ce qu'il y a des avancées? C'est vrai que vous êtes revenu sur quelques avancées. Avant, on ne pouvait pas permettre de manger certains aliments. Aujourd'hui, c'est possible. Mais sur le plan thérapeutique, quelles sont les autres avancées observées aujourd'hui dans la prise en charge de la personne diabétique? Alors, sur le plan thérapeutique déjà, en dehors de l'alimentation dont on a parlé, pour bien vivre avec son diabète, il faut supprimer le tabac, il faut avoir une activité physique régulière, il faut respecter les consignes et les prescriptions médicales. En fonction du type de diabète, nous avons déjà vu qu'avec le diabète de type 1, l'insuline est à vie. Donc le patient reçoit sa prescription d'insuline qu'il ne doit jamais arrêter. Concernant les avancées concernant l'insuline, aujourd'hui c'est l'utilisation des stylos. Avant, on avait l'insuline sous forme de flacons avec des seringues qui, pour les malades, à un moment donné, étaient un peu choquantes ou faisaient un peu plus mal. Maintenant, les avancées nous ont aidé à avoir des insulines sous forme de stylo avec des toutes petites aiguilles. Et le conditionnement fait en sorte que le patient peut se balader, se promener partout avec son insuline et on n'a plus cette contrainte de réfrigérateur absolument. D'accord. Donc ça c'est une avancée qui est à saluer pour aider dans le bien-être du patient diabétique qui est sous insuline. Maintenant, concernant le patient diabétique qui est sous antidiabétique oral, c'est-à-dire les comprimés, il y a également plusieurs médicaments qui sont actuellement disponibles, qui ont l'autorisation de mise sur le marché au Cameroun, que le médecin, l'endocrinologue peut prescrire pour pouvoir aider et soulager le patient. Voilà, docteur, nous constatons qu'il y a d'énormes avancées en ce qui concerne la prise en charge des personnes diabétiques et ceci pour le bonheur de ces derniers-là. Nous sommes à la veille de la célébration de la journée mondiale du diabète et on sait que pour se mettre à l'abri de cette maladie, il faut connaître son statut. Le plus tôt, il faut faire des dépistages, il faut être informé sur la maladie. Et vous, en prélude à cette journée, vous organisez une série d'activités du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Voilà, l'hôpital gynéco-obstétrique, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, a consacré toute une semaine pour le diabète. Et donc, le lundi 11, le mardi 12 sont consacrés au dépistage gratuit, je précise, de diabète, de l'hypertension, de l'obésité, au dépistage gratuit des complications neurologiques, cardiovasculaires, rhumatologiques,
que les diabétiques peuvent avoir. D'accord. Et nous avons même des consultations gratuites pour les malades qui ont besoin de nutritionnistes. Donc nous aurons une nutritionniste qui sera là pour consulter gratuitement les malades. Donc le 11 et le 12 sont consacrés au dépistage gratuit. Maintenant, c'est bien d'insister sur le facteur gratuit parce que oui, parce qu'on sait que c'est donc gratuit. C'est leur tout journée. le monde, voilà. Et c'est pour ça que nous encourageons, étant donné que c'est gratuit, nous encourageons pour diminuer les 80% dont on a parlé des malades qui s'ignorent. Voilà. Donc, nous encourageons vivement les populations à venir se faire dépister, ainsi se faire dépister tôt pour être prises en charge tôt, pour avoir accès aux soins de qualité que nous offrons à l'hôpital gynéco-obstétrique. Donc, la journée de mercredi 13 sera consacrée aux malades. Nous allons laisser la place aux malades. Nous aurons une causerie éducative qui va permettre aux malades de s'exprimer, de parler de leur vécu, comment ils vivent la maladie depuis qu'elle est installée en eux et sous la supervision d'un psychologue, le psychologue de l'hôpital et de moi-même. Ensuite, nous aurons des enseignements post-universitaires le jeudi, un enseignement post-universitaire le jeudi qui sera consacré à la prise en charge du diabète et de ses complications. Puis le week-end, nous aurons donc une activité physique pour couronner le tout, montrer que l'activité physique concourt effectivement au bien-être du patient diabétique. Et comme on dit, la sensibilisation reste le maître mot en ce qui concerne la prévention des maladies, sensibilisation, dépistage également. Merci, docteur, d'être venu sur le plateau de Check-up. Merci, Flore. Merci également à vous, Augustin Madiba, d'avoir accepté de venir partager votre expérience avec nos téléspectateurs. C'est aussi moi qui vous remercie parce que grâce à vous, nous allons relayer l'information au plus haut niveau. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition, je dirais, spéciale consacrée au diabète. Vous l'avez constaté, vous n'avez pas eu droit à vos autres rubriques habituelles. Ce soir, nous avons fait la part belle au diabète, uniquement au diabète. Ceci en raison de la célébration de la journée mondiale du diabète qui a lieu le 14 novembre de chaque année. Et le thème cette année est diabète et bien-être. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, envoyez-les nous via les adresses qui s'affichent au bas de votre petit écran. Restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.